Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Parlons féminisme, parlons combat des femmes et voyons où nous en sommes. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Manel Mselmi qui défend l'écoféminisme, alors vous nous direz ce que c'est, et vous nous parlerez aussi du féminisme qui nous intéresse de part et d'autre de la Méditerranée, c'est ce féminisme arabe qui a, vous nous expliquerez, une particularité, d'où il vient, quelle a été son évolution et où en est-il aujourd'hui. Donc, merci Nader pour cette invitation. Donc, je me présente, Manel Mselmi. J'ai une chronique sur l'écoféminisme et j'ai fait mes recherches dans le cadre de mes recherches doctorales sur l'écoféminisme et l'écologie. Et donc l'écoféminisme, c'est un domaine de recherche qui est concentré sur l'écologie et le féminisme, donc défendre l'environnement, mais aussi défendre l'égalité homme-femme. C'est la même cause parce que défendre les animaux, la planète, l'environnement, c'est aussi défendre une justice sociale. Et donc si on défend l'égalité homme-femme, on défend aussi la mère-terre, qui est notre mère, la planète, et on défend aussi les droits des animaux. Donc, en gros, c'est un package entre l'écologie et les femmes. Et donc, dans le cadre de mon émission, j'invite des gens qui sont engagés, que ce soit des politiciens, des gens de la société civile qui ont des organisations, des entrepreneurs, qui sont engagés pour défendre la planète et défendre l'égalité homme-femme. En ce qui concerne le féminisme arabe, donc, il faudrait bien noter que le féminisme arabe, c'est tout d'abord une littérature. Donc, c'est important de signaler qu'il y avait des livres qui ont été écrits par des écrivains. Donc, c'est un mouvement qui a été initié à la base par exemple, en Égypte, on a Kassem Amin, qui a écrit un livre pour défendre les droits des femmes et contre donc la polygamie. Aussi c'est une femme ? C'est un écrivain, c'est un homme, Kassem Amin. C'est étrange déjà. Oui, non, mais il y avait beaucoup d'écrivains hommes qui ont défendu la cause féministe en Égypte, en Tunisie, Tahar el-Haddad. Et plus tard, des femmes, bien sûr, qui ont été engagées dans la lutte contre toute justice sociale et toute inégalité sociale. D'accord. Donc, on est à partir de quelles années dans le monde arabe, il faut signaler que tout le monde dit, par exemple, le féminisme européen ou le féminisme américain était avant le féminisme arabe. Ça, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on croit qu'il a engendré. Oui, on croit toujours que le féminisme européen, donc, le féminisme dit, en fait, américain. Vous ne faites que copier. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Ça a commencé en même temps. Donc, les années, par exemple, Kassem Amin, il a commencé dans les années 20, 1920, donc 1899, et puis après 1920, Tahar el-Haddad aussi, il a écrit la femme dans la législation et la société. Et Bourguiba s'est inspiré par de ces auteurs-là. Donc ça veut dire d'accord. Donc oui, en Tunisie. Première leçon. Ils ont commencé en même temps. Oui, voilà. Donc on a commencé en même temps, 1920. Voilà. En même temps, il y avait une activiste féministe en Égypte, Houda Sha'rawi, qui a enlevé son voile pour la première fois et était inspirée par les mouvements féministes en Europe. Et elle a suivi ces mouvements-là et elle a initié avec une association, elle a lancé son association en Égypte pour le mouvement féministe dans le monde arabe. Donc en même temps, aux États-Unis, en Europe et dans le monde arabe. D'accord, mais il y a plusieurs courants féministes. Tout à fait. Donc ils ne vont pas forcément dans la même direction, même si le but, c'est le droit des femmes, les droits des femmes à avoir droit à ce qui, je veux dire, les droits les plus élémentaires, les droits auxquels elles ont droit, justement. Mais ils ne vont pas dans la même direction, ils n'ont pas toujours le même but. C'est vrai, ça ? Oui, en fait, il y a plusieurs sortes de féminisme.
Donc, il faut signaler, même dans le monde entier, on a plusieurs sortes de féminisme. Mais il y a un féminisme qui va jusqu'à l'extrême, un féminisme qui est modéré. Donc, alors, dans le monde arabe aussi, il y a ces différents dans féminismes? le monde arabe, non. Dans le monde arabe, on a un féminisme musulman et un féminisme arabe. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est qu'on peut trouver des féministes musulmanes qui portent le voile, qui défendent le port du voile, et des féministes arabes qui sont pour la liberté de la femme de ne pas porter le voile. Donc voilà, on a cette thématique et cette différence entre deux courants féministes différents. Ouais. Mais les féministes, les écrivains féministes qui ont vraiment écrit des livres pour défendre la liberté de la femme, que ce soit dans le monde, en Égypte, en Tunisie, etc., c'était contre le voile. Donc c'est d'abord un féminisme qui se met un petit peu contre les institutions religieuses? Oui. Dans le monde arabe? Pas vraiment des institutions religieuses, mais une autre interprétation du Coran. Ce que Taha al-Haddad avait introduit, c'est qu'il avait dit le voile, ce n'est pas une obligation. D'accord. Et ça, c'est aussi dans d'autres écrits. On trouve où plusieurs féministes défendent la liberté de la femme de ne pas porter le voile. Par contre, il y a le féminisme musulman, de certaines activistes féministes. Par exemple, l'une parmi elles, elle a lancé le Women's March, donc la marche des musulmans aux États-Unis dernièrement, Linda Sarsour, qui est une activiste féministe, mais qui porte le voile et qui défend le port du voile aux États-Unis. Donc, il faut vraiment distinguer deux sortes de féminisme. Mais pour moi, il n'y a pas de sorte de féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est défendre les droits des femmes, la liberté de la femme. Il ne faut pas mélanger, oui, ça c'est un féminisme musulman, ça c'est un féminisme arabe. Il faut être dans le cadre d'un féminisme général, de défendre les droits des femmes. Antagonistes. Est-ce qu'ils se combattent un petit peu, pour parler simplement, ces deux féminismes-là? Oui, forcément, c'est une vision différente. C'est une vision différente des choses. Qu'elle soit différente, certes, mais est-ce qu'ils se bagarrent un petit peu? Je pense que oui. Je pense que oui. Dans certains écrits, quand on trouve une écrivaine féministe très connue, Nawal Saadawi, qui a été même menacée par les islamistes en Égypte, qui a quitté l'Égypte, qui est partie aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle Women and Sex, donc le fait de considérer le corps de la femme comme un objet. Donc certaines féministes se battent contre le port du voile ou contre considérer la femme comme un objet ou la mutilation génitale qui existe en Égypte, parce que pour elles, c'est important que la femme soit libre de porter ce qu'elle veut. La femme ne doit pas être considérée comme un objet. Donc c'est ça le point de vue qui est développé chez Nawal Saadawi, chez Mona Tahawi aussi, qui est aussi une journaliste, une chroniqueuse au New York Times, qui a écrit plusieurs articles dans lesquels elle parle de l'obsession du monde arabe par le corps de la femme. Et dernièrement, Kamel Daoud, quand il y avait eu le harcèlement de rue à Cologne, il a sorti l'obsession du monde arabe par le corps de la femme, donc un article dans lequel il parle du port du voile et le fait que le port du voile a provoqué cette frustration. Donc, il y a plusieurs courants de féministes, mais chacun, il a son point de vue. Et chacun, il a son idéal de la liberté de la femme et des droits des femmes. Alors, mais quelle est la place des hommes dans ce féminisme-là? Parce que moi, je reçois beaucoup de messages d'hommes musulmans, qui me disent que le féminisme, alors arabo-musulman, peu importe, leur fait peur. C'est-à-dire que pour eux, je pourrais en lire quelques-uns, mais allez regarder un petit peu sur ma page Facebook, vous verrez. Il faut que je les invite dans mon émission. Voilà, en fait. ils ont peur. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il faut l'entendre aussi, cette peur de ces hommes qui se disent, mais quelle est notre place là-dedans là? Qu'est-ce qu'on va faire avec... Faut-il épouser une féministe, par exemple?
Moi, je dirais qu'un homme qui a confiance en lui-même, il n'a pas peur d'une femme féministe. C'est une question de confiance. Parce que quand on Alors, voit… ayez confiance en vous, messieurs. Déjà. C'est ça. Intéressant, Je intéressant. suis désolée, mais c'est ce qu'on remarque dans les pays où on a le féminisme, la parité, l'égalité homme-femme, l'égalité au niveau salarial. On n'a pas ce complexe d'infériorité par rapport à la femme. Donc, vous regardez par exemple Justin Trudeau, qui est le Premier ministre canadien, qui a fait la parité homme-femme en 2015, qui déclare qu'il est un féministe, Barack Obama. Donc, il y a tellement de figures féministes, des hommes qui se déclarent comme féministes et ils n'ont pas peur de le dire. Ils n'ont pas peur de montrer qu'ils soutiennent leurs femmes, leurs épouses pour faire des choses, pour avoir l'égalité. Mais ça, c'est des… Alors, si vous me prenez… Ces deux exemples sont intéressants, les États-Unis et le Canada. C'est quand même deux pays où il y a beaucoup d'eau. Moi, on parlait de climat tout à l'heure, où il y a beaucoup d'eau, où il y a un certain niveau de développement que l'humanité n'a jamais connu auparavant. Donc, il est plus facile où il y a un environnement qui est assez sécurisé, malgré parfois quelques troubles, mais c'est plutôt globalement largement sécurisé. C'est plus facile d'être féministe là-bas que d'être féministe dans des pays où le climat est rude, où la sécurité n'est pas encore, elle n'est pas absolue, où il y a un danger. Vous ne croyez pas que ça joue aussi sur… Je dirais pas forcément, parce que pour moi, le départ, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Maintenant, oui, les États-Unis, c'est un pays qui a vécu des vagues de féminisme, mais maintenant on a eu Trump qui n'est pas vraiment un féministe, c'est pas quelqu'un qui défend les droits des femmes. On a eu la marche des femmes qui réclament leurs droits et justice. Quand on est contre les droits des femmes ou contre les droits des minorités, on est contre tout. Les droits des femmes, c'est des droits humains, comme le dit Hillary Clinton. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est l'éducation. Et ça, on remarque dans les pays scandinaves, par exemple, en Finlande, en Suède, ces pays qui sont vraiment avancés dans l'égalité homme-femme, où on commence dès l'école, on enseigne aux enfants qu'il y a une égalité, qu'on doit faire les tâches moitié-moitié, qu'il y a l'égalité salariale, qu'il n'y a pas que la place de la femme non seulement à la maison, elle doit travailler. Donc, toute cette mentalité, cette égalité homme-femme doit être initiée par l'éducation. Et donc, des pays comme ça, comme les États-Unis, le Canada, les pays scandinaves, certains pays européens, ont développé cette optique pour créer l'égalité homme-femme. C'est aussi créé dans certains pays du Maghreb ou certains pays où on essaye, en Afrique aussi, au Rwanda, on a 80% des femmes parlementaires, donc on essaye de créer cette égalité même dans la vie sociale et politique, dans les entreprises, mais ça passe toujours par l'école. Je pense que ça passe toujours par l'école, l'éducation. Et en Tunisie, alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait… comment ont évolué les choses? Pour moi, en Tunisie ou en Égypte, par exemple, il y avait le féminisme avant la Révolution et le féminisme après la Révolution. 2011. Oui, 2011. D'accord. Le féminisme, la Tunisie, c'est un cas exceptionnel parce qu'il y avait… Bourguiba qui a introduit le statut personnel, il a aboli la polygamie, il a introduit l'éducation des filles, donc ça a été très important et ça faisait partie, on parlait du rôle des hommes, donc c'est quelqu'un qui a inculqué l'égalité homme-femme dans le pays depuis longtemps, depuis 1956. Il a essayé de propager cette tendance. On sait bien aussi au Maroc, donc il y a beaucoup de féministes, et parmi Fatima Mernissi, qui est une grande féministe et qui se bat pour les droits des femmes. Donc, dans la région du Maghreb, on a aussi de beaux exemples d'égalité. En Égypte, à l'époque, Jamal Abdel Nasser, il a voulu introduire ça, mais il était retenu aussi par les islamistes. Donc, il y avait cette contradiction entre les valeurs de l'Égypte, la libération de la femme, la danse, les films, etc., et les islamistes d'un autre côté.
malgré tout, Jamal Abdel Nasser était quelqu'un de libéral, de féministe, et il a voulu introduire ça, mais c'était un peu difficile par rapport à l'exemple de la Tunisie. Après la Révolution, on a eu donc un féminisme différent, moi, je dirais. Alors, Pourquoi? Ouais. Parce que les femmes étaient acteurs de société. Elle était dans le terrain. On voyait les femmes dans Place Tahrir, en Égypte, on voyait les femmes à Bardo. Elle était là pour faire la révolution. Donc le rôle de la femme, ce n'est plus être à la maison ou travailler. Ça a dépassé. Le rôle de la femme est devenu la société civile. Elle est là pour réclamer les droits, elle est là pour la parité, elle est là pour l'égalité en femmes. On a eu des femmes qui se battaient pour la parité au niveau du Parlement, au niveau de la scène politique en Égypte et en Tunisie. Et après le 2011, même s'il y avait quelques problèmes par rapport aux droits des femmes, les femmes se sont battues quand même. Donc, je pense qu'il y a toujours un acquis qu'on ne peut pas éliminer le jour au lendemain. Donc, ce combat, c'est un combat qui date d'un siècle et on ne peut pas venir le jour au lendemain et réduire les droits des femmes, ce n'est pas possible. Est-ce que, par exemple, chez les féministes arabes, hein, du monde arabe, du Maghreb et du monde arabe en général, puisque vous parliez de l'Égypte, on a aussi à l'esprit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été le premier à justement donner, à libérer les femmes et à les considérer et à les protéger et à leur donner des tâches importantes, à prendre en considération leurs talents. Tout le monde connaît l'histoire où il ne faut plus, c'est un verset, c'est dans le Coran, de cesser d'enterrer les petites filles vivantes, alors que c'était une tradition pré-islamique, que beaucoup de femmes ont joué des rôles très importants. Est-ce que les féministes arabes prennent cela en considération ou le balayent d'un revers de main? Oui, il y a quelques écrivains qui ont parlé de ça. Ils ont parlé, comme Taha al-Haddad, je viens de dire, il a dit que l'islam, c'est une religion qui valorise la femme, qui donne la place de la femme. La femme a toujours eu une place dans l'islam, mais il y en a d'autres qui... ça dépend toujours du contexte et de l'interprétation du Coran aussi, et des hadiths. Et ça dépend aussi de la vision, de l'interprétation des textes coraniques et de la vision de l'auteur lui-même. Est-ce que c'est un auteur laïque? Est-ce que c'est un auteur qui défend l'islam? Quelle sorte d'islam? Un islam libéral, un islam moderne, un islam européen? Donc, il faut toujours prendre ça en considération. Alors, Madame Selmi, je voulais vous demander aussi, ces combats, justement, parce que l'ennemi du féminisme, c'est le machisme. Oui. Bien compris, ce n'est pas l'homme en tant que tel. Oui, c'est pas l'homme. Sauf chez les féministes intégristes. C'est l'inégalité. Sauf chez les féministes intégristes. Il y a aussi des intégristes chez les féministes. Mais c'est l'inégalité, la non-reconnaissance de la femme. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a quand même un résultat qui est qui pose question. C'est que beaucoup de femmes se retrouvent seules. Alors, je ne parle pas de celles qui se retrouvent seules et qui le veulent. Libre à elles. Chacun, on est dans un monde de liberté, chacun choisit le chemin qu'il a envie. Mais toutes ces femmes qui se retrouvent seules alors qu'elles n'en ont pas envie, est-ce que le féminisme n'a pas aussi contribué à cela ? Non, je dirais que même des hommes se retrouvent seuls alors qu'ils n'ont pas envie. Donc c'est l'époque contemporaine. On vit dans un monde de multimédia, de Facebook, d'évolution digitale. Et je pense que cette évolution nous a laissé à l'écart du monde humain. Et donc... ça, c'est un autre problème, je pense. C'est le problème de l'individualisme de notre société, c'est le problème de l'évolution, c'est le problème de... Mais alors, est-ce que le féminisme ne peut pas répondre à ça? Parce que ça serait magnifique, justement, puisque vous êtes pour l'écologie et le féminisme. Et donc, c'est s'éloigner de l'environnement naturel, c'est s'éloigner de la nature même de l'humain que de se retrouver avec chacun de son côté. Oui, en fait, comme je vous ai dit, pour tout ce qui est écologie,
c'est aussi un rapport meilleur avec les êtres humains et avec la nature Les et êtres avec vivants, oui. les êtres vivants. Donc, il faut développer ce rapport, cette connexion. Il faut faire une connexion avec le monde, avec l'être humain, avec la nature, avec tous les êtres vivants de la planète. Et ça, c'est une autre version que l'écologie ou l'écoféminisme défendent. Donc, à partir de ce moment-là où on peut créer une connexion humaine entre les différents êtres vivants, là, on réussit à franchir le pas, aller vers l'autre, établir une communication et donc sortir de sa solitude qui est imposée mais qui tue tout le monde finalement. Parce par un monde très matérialiste et très, je veux dire, qui évolue super vite, quoi. Avec la technologie. Mais moi, ce qui me fait peur, Manel, c'est que finalement, je sais pas, ni le machisme, ni le féminisme, ou ni les machismes, ni les féminismes n'ont, à ce jour, peut-on dire, alors oui, il y a des acquis, vous en parliez, hein, Ouais. effectivement, mais les grands problèmes, les grandes questions aussi qui se posent à nous, ces nouvelles questions, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui a des réponses, les féministes compris. C'est-à-dire que répondre à la solitude de toutes ces femmes ou à la solitude de tous ces hommes, vous avez raison de le préciser. Ouais. Parce que oui, alors, pas le constat, d'accord, femmes, le constat, ouais. on dire que c'est l'individualisme, les nouvelles technologies. Très bien, le constat, on fait, vous avez bien raison. Mais quelle solution? Parce que sinon, c'est vers la fin des femmes et vers la fin des hommes que nous nous dirigeons. Je pense que la solution, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle génération qui est plus là où il y a beaucoup plus de communication, là où il y a beaucoup plus de rapports avec la nature, avec les êtres humains, Ouais. parce que être seul, vivre dans un monde seul, on finit par être seul. Mais encourager à voir le vivre ensemble, à faire des tables rondes, à rencontrer des jeunes de différentes nationalités, de différentes origines aussi, parce qu'il ne faut pas être aussi dans sa communauté, sortir de sa communauté aussi, et avoir cette relation avec la nature. Ça, c'est un programme que le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, ont mis en œuvre parce qu'ils ont mis à l'aide d'un grand chef qui s'appelle Jamie Oliver, des programmes où par exemple, les enfants vont regarder les légumes, les fruits, ils ont ce rapport avec la nature, Ça ils va les plantent apaiser, des arbres. absolument. Ça, c'est apaisant pour eux. Oui, c'est apaisant, ils plantent des arbres, ils partagent Ils des se moments, retrouvent, ouais. ils se retrouvent Ouais. dans la nature ou dans l'agriculture. Ouais. Donc, c'est montrer que on s'éloigne un peu de la technologie, on revient vers l'essentiel, on revient vers la terre, vers les plantes, vers la nourriture bio, manger équilibré, donc tout ça. Manel Mselmi, à votre avis, alors vous avez parlé des acquis tout à l'heure Ouais. du féminisme arabe. Quels sont les ratés du féminisme arabe? Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire? Est-ce que vous avez des reproches tout de même à lui faire? Reproche, je trouve que pour le moment, je ne peux pas prendre l'exemple de toutes sortes de féminismes, tous les pays arabes, mais je trouve qu'il y a quand même une grande évolution dernièrement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, parce qu'il y avait donc la dernière loi qui a été votée pour la lutte contre la violence des femmes, le harcèlement de rue, qui n'est même pas ici en France ou en Belgique encore donc légalisé. Donc on n'a pas encore la loi qui pénalise le harcèlement de rue. Mais je trouve, ça c'est d'un côté, d'un autre côté, ce que je reproche, c'est l'éducation. Parce que oui, on peut mettre des lois, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais si on n'inculque pas ça dans l'éducation, si on ne met pas donc dans le programme scolaire des écrivaines féministes, si on n'inculque pas à l'école cette égalité, on ne peut pas l'avoir.
On peut mettre toutes les lois possibles et imaginables, mais c'est pas les lois qui changent les gens. Pour changer la mentalité, il faut l'éducation. Autre chose, il y a aussi, par exemple, ce qui manque encore en Tunisie, ils sont en train de travailler sur ça, la loi sur l'héritage pour l'égalité homme-femme. Donc, ça, c'est un truc qui est en cours. Et je pense que le jour où ça sera aussi appliqué en Tunisie, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les droits des femmes. Maintenant, j'espère que dans la région, je ne dirais pas que la Tunisie est mieux que d'autres pays, mais c'est quand même une région avancée. Mais il y a aussi des exemples féministes au Maroc aussi. Mais vous le disiez, oui. Ils ont fait des lois très avancées. En Algérie, dernièrement, il y a des activistes. En Égypte aussi. Donc, je pense que le monde arabe s'en sort pas mal quand même. Après tout ce que s'est passé, après la révolution, après certains intégristes religieux, mais le monde arabe s'en sort quand même. Dernière question, madame. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi contre l'avancée des femmes arabes vers ces droits-là, il y a un mur qui s'appelle aussi la misogynie des femmes, que beaucoup de femmes sont contre. Parce que quand on dit féministe, on a l'impression que c'est que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait une avancée de la condition des femmes, c'est des hommes. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui n'en veulent pas de cette avancée. Et elles sont même bien plus coriaces. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que, oui, dans certains cas, il n'y a pas toujours les hommes qui sont donc contre, je veux dire, pas tous les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont féministes, qui sont contre la cause féministe, mais il y a aussi des femmes, et ces femmes-là se justifient par des arguments que la place de la femme, c'est à la maison, donc c'est des femmes qui ont vraiment cette... Elles sont les gardiennes de la tradition. Oui, voilà, les gardiennes de la tradition, où la femme, elle a pris beaucoup plus de place, où... donc, il faut lutter contre ces mentalités-là. Et on ne peut pas changer ces mentalités tant qu'on n'a pas eu ce dialogue, tant qu'on n'a pas inculqué ça dans la génération, dans l'éducation. Mais si on continue à avoir ce même discours, on aura toujours des femmes qui vont être contre l'égalité, qui vont être contre l'abolition de la polygamie, qui acceptent la polygamie. Donc être féministe, par exemple, c'est être contre la polygamie pour vous Par exemple. Par exemple, oui. Ouais. Vous pensez qu'il y a des féministes qui sont pour la polygamie Je n'appelle pas une femme qui est pour la polygamie féministe, je suis désolée. D'accord. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de féminisme. Ouais. Mais voilà, moi je trouve que la polygamie, c'est pas du féminisme. Quel est le portrait de l'homme idéal pour une féministe? Comment il doit être cet homme Un homme bien, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui est pour l'égalité, pour la justice sociale, qui considère que la femme, c'est un être égal à l'homme dans ses droits, dans ses devoirs, et qui peut avoir le même salaire, qui peut avoir les mêmes droits, qui peut s'habiller comme elle veut et qui a toujours du respect de la part de cet homme. Si on éduque nos enfants à respecter la femme, peu importe ses origines, peu importe sa religion, et à respecter ses orientations, à respecter ses choix, à respecter son job, et ben, on aura des hommes féministes. On n'a pas de... Je pense que les féministes, à part les intégristes, ne demandent pas d'être supérieures à l'homme. Elles demandent juste l'égalité. Mais ça existe, une question Manel, ça existe, l'égalité. Justice sociale. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui veut dominer l'autre. Forcément, quand on vit à deux, il n'y a pas forcément quelqu'un qui Ça, c'est peut-être des questions de couple, mais ouais. dans la société, je ne pense pas que c'est une question de... maintenant, il y a aussi des femmes autoritaires qui veulent dominer, et ça, c'est pas bien non plus. Il faut avoir un équilibre, et il faut avoir du respect pour l'autre. Et ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans les grandes sociétés, les grandes entreprises, ou au niveau politique, où on a des femmes parlementaires, on a des femmes ministres, mais ça a toujours été dans le cadre du respect de l'autre. C'est pas, donc on ne regarde pas la femme en tant que telle, on regarde sa compétence, son intelligence, son travail. Donc c'est ça qu'il faudrait regarder. Alors, et ce sera vraiment cette fois-ci ma dernière question, est-ce que on a
parfois le sentiment que le macho parfait, c'est l'homme arabe. Que l'ennemi, l'homme à abattre, c'est l'homme arabe. Non, je pense que pour les c'est féministes. des préjugés. C'est des préjugés. Vous voyez ma question. Hein. Oui, oui, je vois. C'est des que préjugés. finalement, le Suédois, il est bien, le Français, il est magnifique, l'Américain non, top, mais l'homme arabe. Non, c'est vrai. Si on vous sort cet argument, vous pouvez dire Trump, c'est pas un féministe. Donc, je pense qu'on peut trouver des féministes parmi les hommes arabes, ce qui est le cas de Bourguiba, Haddad, nos parents, qui sont vraiment, c'est des hommes qui sont féministes, qui sont pour l'éducation de la femme, qui sont pour que la femme arrive à des postes importants. Mais on peut aussi avoir un autre exemple d'hommes de culture européenne ou américaine qui sont contre les femmes. Les machos existent partout. Et l'exemple de Trump est un exemple très, je veux dire, très important parce que même dernièrement, il y a eu dans le Parlement européen un député polonais qui était contre aussi, qui était contre les femmes, qui a déclaré que les femmes, elles peuvent aller à la maison ou faire des trucs. Donc, des machos, on peut avoir des machos, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il ne faut pas catégoriser les hommes arabes ou orientaux et dire ouais ils sont anti-féministes. Non, ça c'est pas vrai. Il y a des féministes partout et il y a des machos partout. Merci Manal Selmi. Merci à vous pour cette merci à vous pour cette interview et à bientôt, j'espère. À bientôt, Inch'Allah. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Al Janoubia pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Au revoir.